Rafa Nadal s'impose dans un thriller âpre tendu. C'était le Vietnam aujourd'hui face à Pedro Cachin à Madrid. Un thriller tendu mais super important pour sa montée en puissance d'ici Paris. Dans cette vidéo, mon grand angle sur ce match, sur le nouveau feuilleton Rafael Nadal. Il y aura également un petit soupçon de Bublik, un petit peu de Medvedev également. Et puis en fin de vidéo, on se retrouvera pour les pronostics sponsor par Winamax. Je te laisse claquer ton meilleur pouce et on attaque juste après ça. Allez, on attaque avec le premier match de la journée, le grand angle sur Rafa Nadal face à Pedro Cachin. Beaucoup de choses à vous dire, vous allez le voir. Alors, l'analyse est complémentaire avec celle que je vous ai proposée il y a 2 jours maintenant, son match face à Alex de Minaur. Je vous invite à revoir cette analyse ou à la voir, tout simplement, si vous ne l'avez pas encore vue. On commence avec la première palette, et la question qu'on pouvait se poser en amont de cette rencontre, c'est comment est-ce que Pedro Cachin allait pouvoir tanker le fait qu'il jouait Rafael Nadal à Madrid. Et moi je me pose la question, c'est quoi en fait d'avoir ce gars-là de l'autre côté du filet? C'est pareil pour Novak, c'était pareil pour Roger. Ce sont des véritables monstres sacrés du tennis, du jeu, mais également du sport, clairement du 21e siècle. Et ça, ils le savent, hein, ils en jouent. Ça permet parfois de faire baisser le niveau de ton adversaire. Bref, c'était une donnée très importante et on va le voir immédiatement. On commence par le premier set, 6-1 pour Nadal dans cette première manche et surtout des éléments tactiques super intéressants à vous détailler. D'abord celui-ci, alors on en avait parlé face à de Minaur, c'est la manière que Nadal a d'avancer dans le court. Ça c'est super important pour lui. Il l'a pas assez fait après dans la deuxième partie de la rencontre. Donc qu'est-ce que ça produit? Tu avances d'1 mètre, tu viens couper la trajectoire. Donc d'un côté, ça empêche ton adversaire, lui, de rentrer et de te distiller des amortis. Et ça lui permet aussi de bien contrôler la profondeur, éviter de devoir trop défendre. Il peut également contrer avec son revers dans la diagonale. Donc cette petite course verticale d'1 mètre pour couper le terrain, elle est super importante. Peut-être qu'on la voit pas comme ça à l'œil nu si on fait pas attention. Mais ça, c'est vraiment la clé, surtout à son âge et avec sa mobilité réduite. Une autre palette importante, ça a été le retour du revers bien bombé en cloche ici. Donc ça c'est un super coup sur terre battue, c'est une espèce de moonball, mais une moonball stratégique. La moonball classique, si on revient au début des années 80 par exemple, Wilander, Vilas, etc. C'était au milieu, ça se joue au milieu, on prenait de la sécurité. Là c'est une moonball, et comme peut le faire également Novak Djokovic en retour de service, c'est une moonball pour gêner, mais pour aussi faire une balle bombée, longue, qui va être difficile à prendre en demi-volée. Du coup, tu gagnes du terrain, tu peux te replacer. L'autre schéma vertueux pour Nadal face à un Cachin qui s'est liquéfié complètement dans la première manche, ça a été le recours à ce schéma ici, la stabilisation avec le coup droit de Rafa qui est beaucoup venu aller toucher le revers de Cachin, qui a eu beaucoup de mal à frapper son revers à hauteur d'épaule, à hauteur de tête, et à donner du pace, à injecter du pace, trop difficile. Et puisqu'un graphique vaut mieux que 1000 mots, vous avez ici la parfaite illustration. Vous voyez donc le placement du coup droit de Rafael Nadal dans le premier set. Il est allé toucher à 70% du temps, 70% pardon, le revers de Cachin, avec une rotation par seconde assez importante aussi. Donc c'était pas forcément des coups très puissants, très forts, c'était plus de la construction, essayer voilà, de trouver du volume, de la sécurité sur ses coups, et d'ailleurs ce manque de punch, il va le payer très cher sur la suite du match. Avant ça, Rafa a essayé de produire quelques services volés ici là. Je vous renvoie à l'analyse précédente qu'on a fait sur la chaîne. Je pense que la survie, le salut de Rafa cet été, ça va être de raccourcir les échanges au maximum. Il n'a pas réussi à le faire suffisamment aujourd'hui. Il s'est empêtré, embourbé dans des échanges intermédiaires, des échanges longs. Alors on a vu la stat au début du match, il n'y a pas de souci, c'est lui qui les remportait très majoritairement, mais c'est pas le sens du jeu pour lui. Il doit pouvoir essayer de s'économiser. Là, malheureusement pour lui, son service, pas de points gratuits, pas d'ace. Ok, on avance, on est au début de la deuxième manche, donc là vous avez compris, Nadal qui est à son aise, il a du temps, Cachin qui le respecte beaucoup trop. On a le scénario qu'on aurait pu envisager avant la partie, avec un Cachin, voilà, forcément, qui voit Nadal qui déjoue un petit peu, et puis dans la deuxième manche, on va avoir un scénario tout à fait différent qui va se dérouler devant nos yeux, avec un Nadal qui va franchement baisser d'intensité, et Cachin qui va s'engouffrer dans la brèche, et je voulais vraiment impérativement commencer par cette petite séquence ici, le famoso décalage coup droit, où tu sais que tu vas prendre une merguez bien moutardée dans la face, sauf que là, ça va manquer de punch, de longueur, et il va se faire contrer par Cachin en long ligne, et ça a été un thème global dans la partie, c'est que le coup droit de Rafa a été très sinusoïdal dans sa performance, beaucoup de coups ultra neutres, et même moi parfois devant le match, je vous le dis, je me disais mais est-ce que ce coup droit va passer le filet? Il y a même un coup droit qui a tapé le sol avant d'arriver sur le filet, et du coup de son côté, Cachin, c'est le jeu des vases communicants, il a commencé à rentrer dans le court, à distiller quelques petites amortis, à mettre sous pression Rafa surtout. Rafa qui a commencé à devoir tanker, à se mettre à 2-3 mètres,
à défendre davantage, et vu ses capacités de mouvement, de déplacement, de temps de réaction, il a franchement galéré. Une phase du coup très compliquée hein, pour Rafa, vous l'avez bien compris, qui va décrocher, qui va avoir du mal à expédier les coups, et du coup il se retrouve à devoir ferrailler. Mais c'est plus son jeu ça. Ça c'était son jeu en 2005, en 2006, en 2007. Bon après il a commencé à transformer son jeu plutôt vers un style offensif. Ça arrivait plus tard dans sa carrière, et notamment à partir de 2019 où il a profondément modifié son service. Mais maintenant, voilà, là si tu retrouves un Rafa dans les cordes à 4 mètres en train de défendre en extension, c'est très difficile. Il va toujours être capable de produire un ou deux banana shots extraordinaires, mais ça c'est pour les highlights, c'est pour les réseaux sociaux. Si on regarde le match du début à la fin, ça nous raconte une histoire qui est tout à fait différente. Là vous voyez, hein, encore une fois, dans cette palette, nous avons 4-3 pour Cashin 31, et là le coup droit encore défaillant, trop de longueur ici, après avoir été beaucoup trop court sur les coups précédents, et on sent qu'il a du mal à jauger la distance, c'est très difficile pour lui. Et généralement quand Rafa joue court, c'est qu'il y a un petit doute, il y a un manque de confiance, et évidemment il n'a pas assez joué Rafa en compétition ces 2 dernières années pour pouvoir s'asseoir sur un socle de confiance comme ça, donc il a besoin de match, c'est impératif, et là on a vu qu'il était en difficulté clairement dans ce secteur. Mais un peu miraculeusement, un peu parce que c'est Rafael Nadal en face et que le gars a une aura monstrueuse, Cashin qui va se faire une coulante. Mais une coulante les amis, oh yo 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 yo, 2 balles de 7 expédiées, là une double carrément sur cette balle de break, terrible, terrible, mais en même temps pas forcément surprenant. Donc c'est méga décousu, hein, vous avez compris, le deuxième set, là on se retrouve à 5 partout, Nadal qui va encore se faire breaker avec un coup droit, décidément c'est vraiment le thème qui va claquer le câble et qui va sortir, mais un nouveau débreak juste après, et là justement on va pointer quelque chose qui va être très utile pour lui, pour sa victoire dans la 3e manche, ça va être ce coup droit long de ligne. Impératif pour lui, et il a dit ensuite au micro de l'intervieweur, j'ai réussi à surprendre Cashin à être moins lisible, et je pense que c'est justement ça, parce qu'il a surabusé du coup droit croisé sur le revers de Cashin en début de partie, et Cashin il l'attendait dans cette séquence ensuite, et là je pense que c'est un coup qui a fait très mal, et aussi un coup avec lequel il a réussi à trouver beaucoup de longueur, et ça aide. On se retrouve dans le tie-break, et on va retrouver les mêmes mots, hein, finalement, avec un Rafa qui joue court, qui joue horriblement court, et Cashin qui peut avancer, et là à un moment donné, Cashin il va prendre sa chance, il va pas continuer à rater ses accélérations, un super coup droit bien croisé ici, juste avant de remporter le set, avec un Nadal qui va faire un service volé en chaussette, en moonwalk, et se faire cueillir. Et je vous invite peut-être, si vous pouvez, à regarder le replay et le silence de cathédrale hallucinant quand Cashin remporte ce tie-break. Je vous en parlais il y a quelques instants, Nadal qui va produire l'effort sur le début de la 3e manche avec un break, et ce coup qui a été super important pour lui, le coup droit long de ligne. Break d'entrée dans le 3e, et là vous vous dites, ok tranquille, ça va le faire, il va tenir jusqu'au bout. Non, pas du tout, vous avez vu le profil de la rencontre, des breaks immédiats avec 4 grosses fautes directes. En coup droit, je vous le donne dans le mille, pas bien placé, un peu lent, mou, paresseux sur le petit jeu, sur le placement, sur la précision de son jeu de jambes. On sent que c'est dur, mais Nadal, ce compétiteur à sang-froid, cet animal implacable qui va aller chasser 2 amortis, un poil téléphoné quand même de Cashin, ici là, la belle course, il va aller claquer ça et prendre le break. Et la décision, finalement, va réussir à être faite. Le bilan de ce match ultra décousu est complexe à établir. Alors moi, je suis partagé entre plusieurs sentiments. Le premier, c'est que je pense que Nadal a eu exactement ce qu'il était venu chercher à Madrid. Un combat de 3h04, âpre, tendu, très décousu, beaucoup de fautes. On voit clairement que au niveau de la confiance, au niveau du coup droit, au niveau de son intensité globale, il va falloir progresser, il va falloir hausser le curseur de 2, 3, 4, 5, 6 crans peut-être à Roland Garros. On voit également que son esprit de matcheur, de compétition est toujours très présent. On peut constater que son aura est intacte, tout à fait intacte, face à 95% du circuit. Je pense quand même qu'une performance comme ça ne passera pas face à l'élite du circuit. On peut aussi pointer le fait que, il faut le dire, je suis désolé, mais le tirage au sort, chatte monumentale, Blanche en premier tour, ADM et Cashin, sur un Masters 1000 à Madrid quand tu es en classement protégé, voilà, il a quand même été, je trouve, particulièrement verni, mais à mon sens, c'est une pierre très importante qu'il a posée aujourd'hui et face à De Minaur pour la suite. Il y aura encore Rome, ensuite il y aura Roland Garros. Un bilan et une analyse qui restent toutefois en clair-obscur. Je veux bien votre avis dans les commentaires si vous avez vu le match. Je veux bien continuer à interagir avec vous sur ce qu'on a vu précisément cet après-midi parce que je trouve que c'était particulièrement riche. Allez, on enchaîne la palette express sur le sulfureux Alexander Bublik qui a disposé de Shelton qui pourtant était bien parti. Et là on a le jeu pivot de la partie justement. Ça a été 4 balles de break pour Shelton et pour Bublik.
la désinvolture comme arme. C'est un gars qui est déroutant, qui est si désinvolte. On l'a vu face à Carbales Baena qui a complètement explosé la soupape avec cette nonchalance de Bublik. Et là justement, il va trouver les belles amorties, 2 belles amorties pour sauver, 4 balles de break, je l'ai dit. Et même un de mes coups préférés, la feinte d'amortie. Ça c'est un coup que Roger maîtrisait super bien. Donc tu es à l'intérieur du cours comme ça et tu rallonges au dernier moment. Hugo Gaston le fait très bien aussi. Feu Hugo Gaston, on embrasse. Et puisqu'il n'y a pas que Rafael Nadal dans la vie, il y a aussi Daniil Medvedev qui a sorti une grosse perf cet après-midi, je trouve, pour disposer de Korda. Il était mal parti pourtant, un peu à la mode de son match face à Arnaldi. Un Korda qui va breaker d'entrée avec cette superbe main, un magnifique contrôle de la part du joueur américain. Daniil qui va revenir au contact au cœur de la première manche avec son style inimitable de barbelé, un style très pragmatique qui génère une certaine forme d'impuissance chez ses adversaires. Des services volés sans idée, des fautes directes. Là, vous voyez l'amorti à 1,50 m de la ligne de fond. Bah forcément, c'est pas du tout le bon placement. En plus, Daniil était déjà en train de partir. Korda qui va se procurer 2 balles de 5-1, 6 balles de 7 pour essayer de conclure. Et au bout d'un moment, en fait, Medvedev, il s'est dit, bon, ça va, Sébastien, là, on va pas passer la nuit sur ce premier set, fichtre, alors je te le donne. Le moment désopilant de cette rencontre, ça a été l'échange savoureux entre l'arbitre et Medvedev. Medvedev qui a demandé à 2 reprises, est-ce qu'on peut fermer le toit parce qu'il pleut, machin. L'arbitre qui lui dit, écoute, c'est pas moi qui prends la décision de fermer le toit. Et Daniil qui lui dit, c'est qui? Ce sont les Illuminati. Et ça, j'adore. Avoir cette présence d'esprit, avoir ce côté sarcastique. Bon, évidemment, il y a ce côté complexe de supériorité du côté de Medvedev, mais quel autre joueur fait ça en fait? Allez, 2 palettes pour se terminer. D'abord ici, donc nous sommes dans le tie-break de la deuxième manche, et là c'est interdit. Non, c'est bis, c'est interdit, les 2 grosses fautes directes, il refuse le combat, on le voit, tout le monde l'a vu, tout le stade l'a vu, tous les fans de tennis l'ont vu. Sébastien Korda qui refuse le combat et tu ne peux pas te permettre de faire ça. Medvedev, il le sait. Il va poser la barbelade, la Danilade. Daniil qui va se reconcentrer, qui va mieux servir, qui va être clinique. Trop de montée peut-être pour Korda. Un volume très élevé, mais pas forcément trop en réussite. 21 sur 41. Et Daniil qui a été en mode chercheur sur sa position de retour, à se coller, à se reculer, à essayer de modifier les repères de Korda au service. Et là, bah pareil, grosse défense, petite main défensive, pas trop dégueulasse. Côté Daniil, belle victoire, grosse victoire, j'ai trouvé de Daniil dans la capacité mentale, sa capacité à se remettre en ligne quand ça queenait. Je pense que le Daniil d'il y a quelques années aurait clairement lâché ce match. Et on se termine avec le coin prono sponsorisé par les Winami de Winamax. Vous avez un lien, un magnifique lien, le plus beau lien qui existe dans la description. Jusqu'à 100 € de free bet pour toute première inscription sur le site de Paris Sportif de Légende. Vous regardez avec assiduité service volé et vous savez donc que cette offre est exclusivement réservée aux adultes consentants et ne jouez pas des sommes que vous ne sauriez perdre. Alors il n'y a pas encore tous les huitièmes de finale demain car tous les huitièmes seront disputés demain, Nadal y compris. Ça risque d'être dur d'enchaîner, donc je vais vous faire à la volée mes pronostics. On commence avec le Alcaraz-Struff. Alors attention, Struffy, il est en turbo chaleur. Alcaraz, il y a encore toujours le mini doute au niveau de l'avant-bras. Il l'a dit après sa victoire face à Seboth Wild. Je reste toutefois, nonobstant, sur une victoire d'Alcaraz. Ruru Grigsport. Alors Ruru, c'est un peu mieux. J'ai envie de croire en lui. Voilà, je pense que ça va peut-être plafonner pour Grigsport. Donc victoire de Ruru. Cerundolo Zverev, on va rester sur le Z qui adore ses conditions madrilènes. Et il a remporté le titre 2 fois. Hubert Hurkacz qui s'est découvert une passion comme ça soudaine pour la terre battue. Fritz aussi. Alors du coup, on est sur un flip complet entre Ubi et Taylor. J'ai envie de partir moi sur un petit Taylor. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si vous me suivez. On déroule notre câble. Nous avons Medvedev, Bublik. Donc un match... je pense où on risque d'avoir quelques incidents. It's gonna be on Tennis TV, bro. Vous avez la ref. Alors, victoire de Medvedev. Et en bas, nous avons Félix Auger-Aliassime face à Casper Ruud. Et c'est évidemment le futur vainqueur de Roland Garros 2024 qui va s'imposer.